Oui, donc merci. Moi, j'ai beaucoup appris de choses aujourd'hui, donc j'étais très content d'être là. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'immigration et même pas des conditions de travail des immigrés. D'ailleurs, malgré le papier que j'ai commis, enfin que j'ai aidé Dominique Valtis-Perget à commettre il y a quelques années. Donc voilà, j'ai beaucoup plus appris de choses que j'en aurais à vous faire. Mais je vais essayer de mon point de vue, qui est celui d'un statisticien spécialiste des questions de conditions de travail et de santé, voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait avancer sur cette question-là à partir de ce que j'ai entendu aujourd'hui. Alors, la première chose qui est évidente, c'est qu'il y a sans doute un phénomène le phénomène de discrimination qui touche les étrangers et les immigrés. Il est certainement beaucoup plus fort sur les questions d'accès à l'emploi que sur les questions de, disons, traitement à l'intérieur de l'emploi. Je pense que là, il y a une chose qui est assez nette quand on fait des études, par exemple, sur les conditions de travail ou sur... Voilà, il y a des différences, mais elles ne sont pas du tout aussi massives que ce qu'on voit sur les testings ou sur les... On a des différences de chances qui sont absolument gigantesques. Donc je dirais, du point de vue social, du point de vue politique, du point de vue de l'équilibre de nos sociétés, sans doute la question de la discrimination dans l'accès à l'embauche est plus importante et plus fondamentale que la question de la discrimination ou des inégalités dans le travail, même si cette deuxième question, sur laquelle nous, on peut avancer des choses, est très peu étudiée. Donc peut-être qu'il y a plus de choses que ce qu'on pense et que c'est simplement parce qu'on ne les a pas étudiées. En tout cas, moi, ce qui m'a frappé, ce que disait notamment Emmanuel tout à l'heure sur le fait que l'impact de la discrimination à l'embauche sur le renforcement des liens communautaires, peut-être l'enfermement dans la communauté. Quand on dit, voilà, en France, on est très prompt à dénoncer le communautarisme des immigrés, mais sans bien se rendre compte que ce communautarisme, c'est nous qui le fabriquons avec nos systèmes discriminatoires. Donc là, je crois qu'il y a vraiment un enseignement scientifique et politique qui est absolument majeur, sur lequel je voulais... Après, donc, quand on parle de... une fois en supposant que les immigrés ont finalement réussi à accéder à l'emploi, évidemment, on se pose la question de quel type d'emploi. Et là, on a bien vu qu'il y a des mécanismes d'affectation à des emplois dévalorisés socialement, méprisés, etc., donc qui sont extrêmement puissants, là encore, et d'affectation sur la base de préjugés, de stéréotypes raciaux, ethniques, etc. Donc là encore, c'est quelque chose sur lequel nos études ne peuvent pas forcément dire beaucoup de choses, et sur lesquelles c'est sans doute encore plus difficile, d'ailleurs, de mener des politiques publiques. Je pense que c'est encore plus difficile que sur la question de la discrimination à l'embauche, toute brutale, toute simple. La question de l'affectation, dans quel type d'emploi est-ce qu'on accepte des immigrés ou des descendants d'immigrés ou des étrangers, c'est évidemment une question sociale majeure. Là encore, nos études ne pourront pas nous permettre, enfin en tout cas en ce qui concerne les travaux qu'on mène et les enquêtes qu'on mène, ne pourront pas forcément nous permettre d'aller très loin sur ce domaine-là. Après, pour arriver à la question des conditions de travail, une fois les gens dans l'emploi, alors pas forcément dans l'entreprise, parce que ça peut être du travail indépendant, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est extrêmement important, le travail indépendant pour les étrangers et les immigrés. Une fois qu'on est dans l'entreprise, alors je vais peut-être repartir de ces résultats qu'on avait trouvés très brièvement, mais sur l'enquête conditions de travail et l'enquête Sumer. Ce qui était particulièrement frappant, c'est que dans l'enquête conditions de travail, les immigrés se signalaient moins exposés à des pénibilités physiques que les non-immigrés, en gros. À CSP identique, c'est-à-dire à métier identique, en contrôlant par toutes les variables qu'on a dans l'enquête, les immigrés et les étrangers se disaient moins exposés à des pénibilités physiques que les Français, dans l'enquête conditions de travail, ce qui est extrêmement surprenant comme résultat. Donc quand on s'est dit, on va les regarder dans l'enquête Sumer, voir si on retrouve le même résultat, et dans l'enquête Sumer, on ne retrouve pas le même résultat. Voire même, on trouve sur certaines expositions les immigrés plus exposés à des pénibilités physiques, notamment sur les vibrations ou des choses comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on a convoqué le concept d'hypercorrection sociale, c'est-à-dire on s'est demandé comment expliquer que les immigrés déclarent moins des pénibilités physiques alors qu'ils sont manifestement autant, voire plus exposés selon
le regard des médecins du travail, hein, puisque la différence, c'est que dans l'enquête Sumer, c'est le médecin du travail qui qualifie l'exposition sur la base de ce que lui dit le salarié, mais quand même, c'est le médecin du travail qui porte le jugement, alors que dans l'enquête conditions de travail, c'est le salarié lui-même qui répond à un enquêteur d'INSEE qui, lui, n'a aucune connaissance du travail, donc n'interprète pas. Et donc, voilà, on voit bien que selon la manière dont l'enquête, selon la méthodologie d'enquête, on peut avoir des biais qui sont voilà, des biais liés au fait que l'immigré ou l'étranger, il va faire profil bas, pas vouloir se faire remarquer face à un employeur ou même face à un enquêteur. Voilà ce que Sayad appelle l'hypercorrection. Après, il y a aussi d'autres biais possibles dans les réponses, hein, sur la naturalisation des contraintes, qui est peut-être être ouvrier, peut-être que c'est plus facile, c'est plus implicitement accepté de façon spontanée et naturelle que ça va être pénible et que ça va impliquer telle ou telle contrainte, telle pénibilité extrêmement difficile, selon l'origine culturelle. Bon, il y a probablement des choses comme ça. Il y a aussi ce que disait François-Xavier sur la question de l'espoir, c'est-à-dire la dynamique positive dans laquelle peuvent se trouver des immigrés qui accèdent. Enfin, parfois, c'est évidemment très difficile d'arriver en France, encore plus difficile de trouver un emploi. Donc, quand on y est, on a tendance à vouloir positiver, à vouloir se projeter dans quelque chose de positif. Bon, voilà, peut-être il y a ce genre de choses. Je ne sais pas comment on peut corriger, entre guillemets, ces biais de réponse aux questions sur les conditions de travail, mais manifestement, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on interprète les résultats. Sinon, on peut très vite dire des bêtises, quoi. Alors, dans cette enquête, à l'époque, on avait très peu de choses sur les risques psychosociaux. Et on avait quand même quelque chose sur l'autonomie. Et alors là, un résultat qui sortait très fort, c'est qu'il n'y avait pas d'hypercorrection. En tout cas, on le voyait. Les immigrés, les étrangers, surtout d'origine non européenne, disaient beaucoup plus qu'ils avaient peu d'autonomie dans leur travail et qu'ils étaient plus contrôlés par leur chef. Hein. Donc là, on a vraiment... Ce qui est un peu, d'ailleurs, là aussi, une caractéristique du travail des femmes. Hein. On retrouve ces deux caractéristiques, contrôle hiérarchique plus fort et autonomie moins fortement déléguée par le management, dans le cas des femmes et dans le cas des immigrés ou des étrangers. Et puis, il y avait aussi un résultat absolument massif qui est le moindre accès aux nouvelles technologies. Le moindre accès à l'informatique, toujours à la qualification, diplôme, tout ça identique. Hein. Je ne parle pas d'effets. Oui, parce que juste dans les résultats que Sarah a présentés tout à l'heure, à partir de Sumer, c'est des résultats bruts qui ne prennent pas en compte les différences de qualification, de métier, etc. Bon, mais sur certaines variables, comme l'autonomie, par exemple, les résultats que tu as présentés tout à l'heure, je suis sûr qu'ils sont encore valables quand on contrôle par les niveaux de qualification, etc. Je suis moins sûr sur la pénibilité physique, mais sur l'autonomie, ça, je pense que c'est clair. Et donc là, évidemment, dans une période où on nous parle de numérisation, de révolution, de quatrième révolution industrielle, etc., cette question de l'accès des étrangers, des immigrés dans le travail, l'accès aux innovations techniques, organisationnelles, peut être éventuellement une question très importante sur leur trajectoire, pour conditionner leur trajectoire ultérieure. Alors, bon, dans l'enquête, alors, juste pour donner quelques pistes, pour terminer, je ne veux pas être très long, mais quelques pistes de réflexion pour les exploitations à venir alors, à partir du matériau qu'on a, donc l'enquête Sumer qui a été présentée par Nicolas tout à l'heure, où il faut qu'on approfondisse donc, les premiers résultats qui sont déjà très alléchants. Et puis, donc, le dispositif conditions de travail et risques psychosociaux, qui est plus riche de ce point de vue parce qu'on a une connaissance de l'origine. Amélie Sanva, c'est elle qui est la responsable de tout ça. Mais on a une connaissance de l'origine, non seulement de l'origine des personnes, c'est-à-dire de leur lieu de naissance, mais du lieu de naissance de leurs parents, donc ce qui permet d'aller plus loin dans l'analyse que ce qu'on avait pu faire avec les enquêtes précédentes. Et on a aussi donc une possibilité d'analyser en dynamique sur... là, on a 2013, 2016, 2019, puisqu'on vient de terminer l'enquête de 2019. Donc là, on peut suivre les trajectoires des personnes sur 6 ans maintenant, 7 ans.
ce qui peut permettre de répondre à certaines questions sur la question des promotions, par exemple, la question des discriminations. Est-ce que selon l'origine des personnes, on peut observer des mécanismes de discrimination statistique, entre guillemets, sur la question des hausses de salaire ou des promotions. C'est des questions sur lesquelles, pour l'instant, on n'avait jamais pu travailler. On a aussi accès aux données de santé, donc des données à la fois de santé perçue et notamment de santé mentale, avec une description de la santé mentale avec des scores de santé mentale comme le MINI ou le WHO5, et puis avec un accès aux données de l'assurance maladie, donc qui permet de savoir qu'est-ce que les personnes ont consommé en soins de santé, en hospitalisation, etc. Donc on pourra étudier ça en fonction de leur origine et en fonction de leur trajectoire antérieure. Sachant que là encore, alors il y a des variables qui sont peu travaillées et qui ont été mises en évidence là dans les exposés, qui sont des pistes de réflexion pour nous. La question du déclassement professionnel, c'est vrai que c'est une condition de travail, si on veut. C'est-à-dire, on est à un moment donné affecté à des tâches qui ne correspondent pas à notre niveau de qualification ou à notre trajectoire antérieure ou à notre niveau de diplôme. Qu'est-ce que ça a comme effet sur la santé mentale et sur les trajectoires ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse mesurer précisément ça, mais on peut essayer. En tout cas, je pense qu'on a des outils. Ce qui a été dit aussi sur l'effet du migrant en bonne santé, c'est quelque chose aussi on sait bien, par exemple, qu'il y a des effets travailleurs sains dans nos cohortes. On voit bien que les travailleurs de nuit, par exemple, les travailleurs de nuit, quand on regarde là dans les enquêtes, ils sont en meilleure santé que les autres. Les travailleurs intérimaires, ils sont en meilleure santé que les autres. C'est évidemment pas parce que le travail de nuit est bon pour la santé ou que l'intérim est bon pour la santé. C'est parce qu'ils sont sélectionnés sur les critères de santé. Donc de même, il y a une auto-sélection, et ça c'est quelque chose pour les migrations, il y a une auto-sélection sur la santé. Et là, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on prenne en compte dans nos analyses. C'était vraiment un élément qui m'a beaucoup intéressé dans la discussion. Après, les pistes de réflexion, qu'est-ce que nos enquêtes vont permettre peut-être d'éclairer davantage. La question de la reconnaissance ou du mépris, qui est le revers de la médaille de la reconnaissance. Madeleine disait tout à l'heure, oui, on vaut pas mieux que la merde qu'on nettoie, disent certaines travailleuses du nettoyage. Est-ce que on a en même temps dans nos enquêtes, comme je disais tout à l'heure, pas mal de salariés de ce secteur qui se disent fiers du travail, de la qualité du travail, de l'utilité de leur travail. Donc voilà, quid de cette ambivalence entre le mépris social dont font l'objet ces professions et quand même un certain sentiment d'utilité, parce que c'est vrai que c'est des jobs absolument indispensables et les personnes qui le font en ont aussi probablement conscience. Donc voilà, comment construire quelque chose, une analyse autour de ça. Le sens du travail, oui, alors, et l'insécurité. Alors finalement, on a assez peu parlé aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a un peu frappé finalement à la fin de la journée en réfléchissant. On a assez peu frappé, alors on a parlé de l'insécurité dans le travail. On a beaucoup parlé du chômage, de la discrimination à l'embauche, etc., mais assez peu de l'insécurité dans le travail. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a jamais regardé vraiment. Dans quelle mesure est-ce que le fait d'être immigré, étranger, de telle ou telle génération, quel lien ça peut avoir avec le sentiment d'insécurité dans le travail, dans l'emploi et dans le travail. Ce n'est pas la même chose. La crainte de perdre son emploi et la crainte de connaître une dégradation de ses conditions de travail. Ce sont deux choses un peu différentes, mais dont on sait qu'elles sont extrêmement importantes en dynamique sur la santé mentale. Donc je pense que c'est une piste qu'il faut vraiment qu'on ait en tête. On a parlé des accidents du travail à la fin, là, mais je pense que ces accidents du travail aussi, on pourrait peut-être essayer de regarder quelque chose, en tout cas sur les conséquences des accidents du travail. Et pour terminer, je dirais que la discussion nous a bien montré comment il fallait qu'on travaille les interactions, l'intersectionnalité, c'est-à-dire comment
Il faut qu'on prenne en compte l'interaction. Comment est-ce que les différents risques psychosociaux qu'on peut identifier vont impacter la santé, mais de façon différenciée, évidemment selon le type de risque, mais selon l'origine géographique ou ethnique, enfin trajectoire antérieure, et selon le genre, parce que certainement, on l'a bien vu dans les exemples qui ont été donnés, dans les discussions qui ont eu lieu, on a bien vu que c'est pas forcément les mêmes mécanismes d'assignation de genre, d'assignation identitaire qui fonctionnent, et donc les mêmes impacts sur la santé qui peuvent survenir. Donc ça nous incite beaucoup à faire des analyses fines, dans la mesure où les échantillons le permettent, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais enfin, en tout cas, en croisant origine et genre, je pense qu'on a vraiment tout à fait intérêt à être très attentif à ces questions-là. Bon, en tout cas, merci beaucoup de tous ces horizons qui se sont ouverts à nous. Et donc, je pense, on a d'ailleurs vraiment prévu, enfin, avec Marèze, qui n'est pas là aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais qui a dû être là, on a prévu de travailler ensemble sur ces questions l'année prochaine, outre le projet que vous allez développer ici, avec lequel on va dialoguer, je l'espère, abondamment. Voilà, merci à vous. Bonne soirée.